Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on va pas mal parler fiscalité dans cette demi-heure de BFM Patrimoine, un petit peu d'IFI d'abord et puis un petit peu d'impôt sur le revenu ensuite. Et pour aborder cette question de l'IFI, José Fernandez. Bonjour José. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être avec nous, directeur commercial de l'UEFF. Après que le quoi qu'il en coûte, il va peut-être falloir passer à voilà la facture, c'est ça? C'est de saison, hein. On est en train de déclarer ses impôts sur le revenu et il faut pas oublier que c'est aussi la période où il faut déclarer son IFI. Et c'est une bonne période aussi pour faire un petit bilan. Alors on n'a pas encore les résultats de l'année 2020, mais de faire un petit bilan de ce qui s'est passé, du passage de l'ISF à l'IFI. Il faut se rappeler que c'était quand même une mesure phare du quinquennat d'Emmanuel Macron, hein. Non pas une suppression définitive de l'impôt sur la fortune, mais en tous les cas un aménagement assez fort. Et l'idée c'était que tout cet argent qui finalement n'allait pas être taxé allait servir à alimenter l'économie, cette fameuse cascade ou je ne sais plus quelle est la théorie du ruissellement qui j'ai déjà entendu dans cet hémicycle est une théorie économique qui est pas toujours très claire à définir. Quoi qu'il en soit, ça a libéré plus de 3 milliards et demi d'euros. Malheureusement le Covid est arrivé, donc est-ce que vraiment ça a servi à financer l'économie? Est-ce qu'on arrive à faire un petit bilan justement, même s'il n'est pas complet, de ces 3 ans d'existence de l'IFI? Alors oui, on a un petit bilan. On est passé en 2017 360 000 redevables pour un ISF qui rapportait 4 milliards €. Et puis on est passé à 130 000 redevables en 2018 avec l'IFI, pour un IFI qui a rapporté grosso modo 1,2 milliard, 1,3 milliard en 2018, alors qu'en 2019, on a augmenté de presque 10 000 contribuables, le nombre de redevables. On est passé à plus de 139 000 pour un IFI qui a rapporté plus que prévu à 2,1 milliards, là où les pouvoirs publics l'attendaient à 1,5 milliard à peu près. Et ça, c'est clairement l'effet de l'augmentation de la valeur immobilière, hein. Ça, c'est un impact direct. Le profil type du contribuable, il a 68 ans. Il a versé en gros 10 000 € d'impôts et il a un patrimoine net taxable de 2,4 millions d'euros. Voilà, ça c'est un peu le profil type du redevable IFI. On rappelle le principe de fonctionnement de cet IFI. Alors l'IFI, il est basé sur la taxation du patrimoine immobilier, en fait des biens et des droits immobiliers. Alors le terme droit est important parce que ce soit de l'immobilier directement détenu ou qu'il soit détenu au travers de sociétés diverses et variées. Bon, le plus emblématique, parce que c'est un produit d'épargne qui a le vent en poupe en ce moment, ce sont les SCPI, les OPCI, les SCI, mais également tout ce qui concerne l'immobilier coté à travers ce qu'on appelle les S2IC, les sociétés immobilières cotées, où lorsqu'on détient des parts, eh bien c'est aussi... Donc l'idée c'est vraiment de taxer tout ce qui est dans la sphère immobilière, selon un barème qui, lui, n'a pas changé depuis 3 ans maintenant, qui est toujours le même, à partir de 1 300 000 €. Mais on commence à observer cette fortune, ce patrimoine immobilier à compter de 800 000 €. C'est-à-dire que ça se déclenche quand on dépasse le 1,3 million, mais à ce moment-là, on est rattrapé à partir de 800 000. On recalcule à partir de 800 000 avec une première chance entre 800 et 1,3 million. Donc, on a la douloureuse. Comment on peut la réduire? Alors, pour réduire la douloureuse... Vous nous avez dit que tout y passait. Alors, tout y passe. La première chose, c'est d'abord tout y passe, sauf quelques biens exonérés. Donc, il faut le savoir. Lorsque vous investissez dans des biens ruraux que vous donnez à bail, ou lorsque vous investissez dans les bois et forêts, il y a les 3/4 de ce patrimoine qui sort de l'IFI. Il y a un abattement. Il y a un abattement de 75%. Il y a aussi la résidence principale, hein, donc on acquiert sa résidence principale, on a un abattement de 30%, ça n'a pas changé. L'aspect financement est très important. Acquérir les biens via le financement, l'IFI, ça taxe le patrimoine net. Donc c'est-à-dire ce que l'on a moins les dettes, et ces dettes, eh bien, on les observe au 1er janvier de la même manière que les biens. Il faut que ce soit des dettes qui correspondent à des biens qui sont taxés à l'IFI, hein, bien entendu. Et donc tout ce qui est payé par la dette sort de la taxation de l'IFI. Attention avec les crédits in fine, ça c'était une tactique qui fonctionnait bien avec l'ISF. Les redevables l'ont un peu oublié. Le crédit in fine, en fait, c'est un crédit qu'on paye à la fin, et donc finalement tout au long de la vie du crédit, on aurait pu déduire le prix du bien et le montant du crédit. Il s'avère qu'avec l'IFI, ça a changé. On considère le crédit in fine comme un crédit amortissable classique. Donc si cela fait 4 ou 5 ans que le crédit a déjà démarré, eh bien on va pouvoir l'amortir que sur les 5 années qui restent s'il est à 10 ans et pas sur la totalité. Ça c'est une première tactique qui est de
financer l'immobilier au travers du crédit. Et donc ça peut appeler des arbitrages où si je détiens en pleine propriété des biens immobiliers sans crédit, eh bien peut-être qu'il faut que je les vende et que je les rachète à crédit et que j'ai d'autres investissements. Ça c'est une première technique. Donc ça c'est le crédit. C'est le crédit. Puisque on travaille en net. Bon. Absolument. Deuxième tactique. Deuxième tactique, c'est le démembrement. Et vous le savez, avec la disparition de l'ISF, eh bien on n'a plus de réduction pour les PME. Alors ça pose un autre souci en termes de levier de financement pour les PME, parce que les PME françaises en particulier utilisaient beaucoup ce levier-là. Donc ce qui nous reste, c'est le démembrement. Et le démembrement, eh bien c'est que je sépare la propriété d'un bien entre nue propriété et usufruit. Et en fait, je vais transférer le paiement de l'IFI à l'usufruitier. Alors quand j'ai un enfant qui n'est pas redevable de l'IFI, c'est très pratique. Je peux même transférer cet usufruit de manière temporaire. Donc moi j'en garde la nue propriété, je ne paie plus l'IFI, je le transfère à quelqu'un qui n'est pas redevable à l'IFI, et donc je fais disparaître ce patrimoine de la partie IFI. Mais vous faites disparaître les revenus qui vont avec. On fait évidemment disparaître les revenus, donc il faut que ce soit une logique patrimoniale. J'ai besoin d'aider un de mes enfants à percevoir des revenus, donc je lui transfère l'usufruit d'un bien. Il peut un immeuble, un appartement, il peut toucher les loyers, donc ça lui fait un revenu supplémentaire, et moi je ne paye pas l'IFI. Il y a une petite particularité lorsque cet usufruit il est né d'une succession au décès. Avant, c'était exactement la même règle. Aujourd'hui, c'est un peu plus complexe puisque en fait, l'usufruitier porte également, enfin le nu propriétaire porte également une partie de cet IFI. Donc il faut faire attention. Il y a un barème, c'est quelque chose d'un peu particulier. Donc le démembrement, c'est vraiment une technique que vous pouvez utiliser même à la souscription. On peut par exemple souscrire des parts de SCPI en démembrement. Vous pouvez acheter directement la nue propriété d'un bien. Et attendre que l'usufruit la rejoigne. Ou vous pouvez, lorsque vous avez un bien en pleine propriété, céder cet usufruit et conserver la nue propriété avec tous les avantages que ça a sur la partie IFI. Voilà, il y a différentes techniques. On s'est tout dit ? On s'est tout dit. Bon, et ben voilà, l'IFI, mode d'emploi historique et technique, débattu par José Fernandez pour l'UFF. Merci. Merci Cédric. Et à très bientôt. Au revoir.